I feel when I see the scene, I feel like we're getting to really be inside what you're thinking and really there, which to me was this character. You want to see the whole story through this guy's eyes. Parmi tous les épisodes du Grand 8 jusqu'à maintenant, nous nous sommes intéressés à différents auteurs qui ont une version précise de ce qu'est le cinéma pour eux. Pour Quentin Tarantino, on a vu que c'était sa passion pour les œuvres l'ayant bercé toute son enfance et sa vie qui ont fait de lui le metteur en scène qu'il est. Pour James Gray, c'est pour pallier à la solitude qui le ronge depuis tant d'années et qu'il arrive à magnifier sur grand écran. Pour Chaplin, c'est un défi, celui d'arriver à percer encore maintenant avec l'arrivée du parlant. Et pour Dolan, c'était encore aujourd'hui une façon de se sentir un peu vivant, de se faire vibrer comme on dit. Mais pour Christopher Nolan, c'est avant tout la recherche du divertissement. Il déclara par ailleurs dans une interview qu'il souhaite que les spectateurs se sentent comme invités chez lui et s'attendent donc à être divertis. Est-ce que cette motivation est accomplie? C'est ce qu'on va essayer de voir dans ce nouveau numéro du Grand 8, aujourd'hui consacré à, vous l'avez compris, à Christopher Nolan. C'est en 1998 et avec son premier moyen-métrage, The Following, aussi appelé Le Suiveur en français, que le cinéaste anglais va faire une entrée remarquée dans la liste des réalisateurs à suivre. Malgré un faible budget, c'est nul! Il propose un film à énigme inventif qui maintient le spectateur en haleine dans ce jeu de pistes inspiré des films noirs. D'emblée, Nolan pose les bases de sa cinématographie, la narration non chronologique, les univers complexes et la figure du double. L'antagoniste du film se prénomme Cobb, comme pour plus tard DiCaprio dans Inception, mais on y reviendra un peu après, vous en faites pas. Auréolé de ce succès d'estime, Nolan approfondit ses thèmes 2 ans plus tard avec la sortie de Memento. L'histoire, c'est celle de Leonard Shelby, campé par Guy Pearce, qui est frappé d'amnésie et qui n'a plus qu'une idée en tête, traquer l'homme responsable du viol et de l'assassinat de sa femme. Thriller monté à l'envers qui débute par sa fin chronologique pour se terminer par son début, Memento devient un film culte immédiatement. Il finira récompensé au Festival de Deauville, sera reçu triomphalement par les critiques et remportera 4 fois son budget lors de son exploitation en salle. Et en cette année 2000, sur les forums de discussion de l'internet balbutiant, Memento devient un sujet de discussion majeur des cinéphiles qui échafaudent entre eux toutes les théories possibles sur son scénario labyrinthique. Le premier puzzle de Christopher Nolan fascine le monde. Insomnia est l'un des films les plus mineurs dans sa filmographie. Il s'agit ici du remake américain du film éponyme sorti en 1997. Grâce au succès remarqué de Memento, il profitera même de la présence au casting des très grands Al Pacino et Robin Williams, ce qui aide quand même pas mal quand tu dois vendre un projet. Le film raconte l'enquête de 2 policiers fraîchement débarqués en Alaska afin de débusquer le tueur d'une jeune femme de 17 ans. Will Dormer, le capitaine, est au moment de l'intrigue sous le coup d'une enquête interne quant à ses méthodes et son passé de policier douteux. Dans cet environnement peu commun, dans lequel la nuit tombe jamais, celui-ci va vite rencontrer le tueur qui profitera des démons de Will pour se sortir d'affaire. Si le film est l'un des moins personnels de Christopher Nolan, autant dans la mise en scène que dans l'intrigue, il met en avant au moins 2 thématiques chères au réalisateur, à commencer par le temps. Traité de manière bien moins métaphysique que dans la suite de sa carrière, ce temps occupe une place centrale du récit, puisque ce sont ces journées sans fin dues au phénomène du soleil de minuit observable au nord du cercle polaire, qui contribue à la perte totale de repères dont est victime l'inspecteur Dormer. Son incapacité à dormir, privé de repères visuels élémentaires que constitue l'alternance jour-nuit, le place dans une position d'extrême vulnérabilité, ce qui entraîne nécessairement la deuxième thématique du film, la manipulation. Déjà central dans Following et Memento, les personnages manipulés sont légion dans le cinéma de Nolan. Ici, le passé et la perte de repères de Will sont exploités par le tueur, bien décidé à se servir de ses faiblesses. Comme les différents personnages de Memento se servaient de l'amnésie de Leonard, afin de parvenir à leur fin, Will se voit utilisé par le meurtrier pour couvrir ses méfaits. Si le résultat est hélas en demi-teinte, presque oubliable même, elle est super bien. T'es super drôle aujourd'hui. Et ne peut rivaliser avec le coup d'éclat qu'est Memento, Insomnia permet tout de même à Christopher Nolan de se faire une petite place dans le cinéma américain, preuve à l'appui puisqu'on lui confie ensuite un reboot d'une des licences phares de la Warner dans les années 80-90, Batman.
Batman Begins sort chez nous en 2005. Le film est une origin story, vous l'aurez compris au titre, et nous plonge dans un Gotham City plus moite que jamais, le tout grâce à une mise en scène impeccable que seul Nolan maîtrise. C'est également la première fois qu'un film de super-héros explore réellement les conséquences des actions d'un justicier. C'est également la première fois que le rôle-titre est détenu par un Gallois, Michael Keaton, Val Kilmer et George Clooney étant tous américains. Pays de Galles indépendant style, donc. Origin story palpitante, donc captivante, très proche du thriller urbain en fait. Nolan va imposer une vision du Chevalier Noir comme personne n'avait osé le faire jusque-là. Adieu donc le grotesque propre à Tim Burton, l'hommage cartoon du regretté Joel Schumacher. Le film est froid, efficace et toutes les scènes d'action sont grandioses et rondement bien réalisées. Le casting aussi frôle la perfection, Liam Neeson campe un Ra's al Ghul proche des meilleurs runs disponibles dans toutes les bonnes crèmeries, Gary Oldman rend enfin ses lettres de noblesse à l'inspecteur Gordon, Cillian Murphy donne vie à un épouvantail vraiment flippant, Katie Holmes joue le love interest Rachel Dawes, attachant et fort comme très peu de personnages du même style l'ont été jusque-là, Michael Caine rend finalement hommage au personnage de Alfred, et enfin Christian Bale arrivera à rendre le personnage de Bruce Wayne complexe et fragile à la fois, rongé entre la soif de justice et sa vie sentimentale. Parce que oui, dur d'être un justicier, et malheureusement pour lui, les choses ne vont pas s'arranger avec la suite, mais on voit ça juste après sa prochaine réalisation qui est... Collaborant de nouveau avec Christian Bale et Michael Caine, et avec les non moins talentueux Hugh Jackman et Scarlett Johansson et David Bowie, on l'oublie un petit peu trop souvent, Nolan réalise en 2006 l'adaptation du roman Le Prestige de Christopher Priest. L'histoire raconte celle de deux magiciens, amis puis rivaux, et de leur lutte mortelle pour la gloire et la reconnaissance. Le récit redevient non linéaire, une constante chez le réalisateur, mais occupe une place particulière dans la filmographie de celui-ci. C'est un film méta qui nous parle de magie, comme de cinéma, qui nous parle en fait de la magie du cinéma. S'il ne signe pas avec Le Prestige son meilleur film, Nolan parvient tout de même à construire son œuvre comme un grand numéro liant dans un tour de passe-passe l'intrigue de son récit avec son support cinématographique. Il questionne ainsi le cinéma, thématique assez absente du reste de sa filmographie, et c'est aussi avec ce film que se manifeste pour la première fois l'obsession de Nolan pour l'explicite. Chez lui, pas ou peu de part laissé au mystique, tout doit avoir un sens, une explication, et c'est dans Le Prestige qu'il met en place ce principe en premier, lorsqu'il fait expliquer en voix off l'essence même d'un tour de magie, et donc, par association, l'essence de son film. Si Le Prestige n'est donc pas le film le plus remarqué de Christopher Nolan, c'est cependant une étape à la fois singulière et décisive de sa carrière qui mérite qu'on s'y attarde. Et maintenant, retour à Gotham. Arrive alors en 2008 The Dark Knight qui explorera encore plus cette double identité et cette fracture avec son antagoniste principal, le Joker. Véritable tour de force, encore une fois, se permettant même de réinventer le genre tout en le transformant en véritable fable urbaine, il réussit là où de nombreuses suites ont hélas échoué. Plus violente, plus crue et spectaculaire que le premier volet, ouais, ils ont réussi à faire ça aussi. Cette véritable plongée dans l'enfer fait malheureusement écho avec le décès tragique d'Heath Ledger quelques semaines après la sortie du film. L'acteur, qui campe ce qui va devenir jusqu'en 2019 le meilleur acteur dans le rôle du pire ennemi de l'homme chauve-souris, s'est littéralement transformé pour le tenir sur le bout des doigts. Journal intime, changement de voix, scarification, tout y est passé. En fait, c'est simple, tout le monde sur le tournage était impressionné à tel point que la première scène entre Ledger et Michael Caine dans le film respire la sincérité. On peut également revenir sur toutes les scènes d'improvisation que l'acteur a fait durant le tournage, comme celle d'avoir réellement été surpris de l'explosion de l'hôpital. Le film deviendra même un carton critique et planétaire, rapportant la coquette somme de 1,005 milliard de dollars au box-office. Combien ? La récompense ultime sera finalement l'Oscar à titre posthume pour Heath Ledger, célébrant ainsi son rôle pour l'éternité. Mais du coup se pose alors la question du troisième film. Parce que oui, Heath Ledger devait revenir pour conclure la trilogie, et c'est sa sœur, Kate, qui le déclare dans le documentaire I Am Heath Ledger, que je vous encourage chaudement à aller regarder. Donc, plus de Heath Ledger, plus de suite. Ouais, mais en fait on est à Hollywood, et on en reparle juste après ça. Tu l'as vu Inception ? Non.
Alors en fait... 2 années après le succès monumental de The Dark Knight, donc, Warner Bros. Et Legendary Pictures confient 160 millions de dollars à Christopher Nolan pour créer un des grands classiques de sa filmographie. Vous l'avez compris au son, je veux bien sûr parler d'Inception. Pour faire simple, une technologie futuriste permet d'infiltrer le subconscient d'une personne pendant qu'elle rêve. Dans un contexte d'espionnage industriel, une mission d'importance capitale est confiée à Dom, le personnage principal du film, et pour y parvenir, il va devoir assembler une équipe et tenter l'impossible. Lorsqu'on parle de Christopher Nolan, on parle souvent du travail de scénario, notamment avec son frère Jonathan Nolan. Inception est le second long métrage qu'il écrit seul après The Following et il lui aura fallu 10 ans pour arriver à la version finale que l'on a pu découvrir au cinéma en 2010. Comme toujours, et même presque plus que d'habitude, le casting est brillant. Il se compose de Leonardo DiCaprio, de Joseph Gordon-Levitt, de Marion Cotillard, de Tom Hardy, de Cillian Murphy, d'Ellen Page, de Michael Caine et même encore de Ken Watanabe. Une longue liste d'acteurs qui cause une explosion à chaque plan. Inception est sans doute son film le plus spectaculaire, peut-être même parfois trop. Dans Inception, les rêves se confondent comme les genres. L'action, le thriller et le drame se côtoient à de multiples reprises pour rendre le film spectaculaire tout en étant touchant. Basant le film sur la puissance des rêves et de l'inconscient, Christopher Nolan décide surtout de questionner l'idée avec un grand I, celle qui se construit en nous en quelques secondes et qui nous hante parfois jusqu'à notre mort. An idea. Resilient, highly contagious. Once an idea has taken hold of the brain, it's almost impossible to eradicate. Un budget élevé pour nous en mettre plein les yeux, c'est l'objectif du réalisateur, mais comme à son habitude, il ne délaisse pas la créativité aux effets visuels dits paresseux. Comme les couloirs de l'Overlook Hotel, le couloir de l'hôtel d'Inception est désormais connu de tous par son exploitation ingénieuse. L'équipe technique s'est inspirée de la technique utilisée dans 2001, l'Odyssée de l'espace, en créant un décor pivotant à 360 degrés. L'acteur Joseph Gordon-Levitt s'est d'ailleurs longtemps entraîné pour y parvenir. Il fallait à la fois être prudent et rendre l'effet de gravité crédible auprès du spectateur. Derrière ce grand spectacle qui fulmine pendant 2h30 se cache une dimension tragique liée à l'obsession par la mort et le temps, notamment par le personnage de Mal interprété par Marion Cotillard. À la fois bouleversant et époustouflant, les atouts du film sont sans cesse décuplés par la bande originale électronique et tragique de Hans Zimmer, 3e collaboration avec Christopher Nolan. 4 Oscars techniques pour le film, mais surtout un dernier plan qui marque encore aujourd'hui les esprits et qui fait encore parler de lui. Un dernier tour à Gotham pour la route ? Débarqué dans les salles obscures en 2012, le film se concentre 8 ans après la disparition de Bruce Wayne et de Batman. La criminalité fait des bonds et débarque alors Bane, véritable montagne de muscles campée par Tom Hardy. Obligé alors de renfiler le costume, Bruce Wayne va être obligé de mettre toutes les chances de son côté pour tenter de le neutraliser. Et on tient là un film au final décevant. Ouais, c'est le mot. I'm gonna kill myself! Wow. I'm going to kill myself and it's your fault! Mais c'est pas que ça. Niveau divertissement, ce sont toujours les montagnes russes. Les scènes d'action sont toujours aussi incroyables, comme cette scène d'extraction au début du film tournée dans des conditions réelles, ou cette explosion de stade également réelle. Le film tente de combler le vide laissé par Heath Ledger et ça se ressent quand même beaucoup. Pas énormément, mais quand même un petit peu. La mise en scène est toujours impeccable, mais c'est au niveau du scénario que ça pêche légèrement. Ça manque de quelque chose une fois le film visionné en fait. On sait pas trop quoi, mais on sait que le manque est là. En revanche, niveau référence, c'est un festival. Tom Hardy est allé soulever de la fonte jusqu'à s'abîmer le corps pour incarner un Bane plus vrai que nature. Anne Hathaway campe une Catwoman dont le nom ne sera prononcé pas une seule fois, mais suggéré car le personnage s'appelle Selina Kyle. Joseph Gordon-Levitt et Dick Grayson, donc en réalité Robin. Marion Cotillard, oui, la fameuse, a dû jouer Talia al Ghul tout en étant enceinte et en réalisant elle-même ses cascades, Barjo. La prison de Blackgate est enfin montrée et on suggère que le Joker s'est fait la belle. Un festival, je vous ai dit. Et puis, soudain, le réel rentre en collision avec la fiction.
Lors d'une avant-première au Century 16 Movies Theater du multiplex situé dans un centre commercial d'Aurora, un homme de 24 ans ouvre le feu à l'arme lourde dans la salle où est projeté le film, tue 12 personnes et en blesse 38. Lors de son audition, James Holmes déclara être fan du Joker de The Dark Knight, apparaissant même sous les traits des hommes de main de ce dernier dans le même film. Il sera par la suite condamné à la perpétuité et sans possibilité pour lui de liberté conditionnelle. Cet événement est arrivé en pleine promotion du film, ce qui va pousser l'équipe du film à effectuer quelques actions. La Warner va jusqu'à retirer la bande-annonce de Gangster Squad des séances. Christian Bale est allé rendre visite aux victimes dans les hôpitaux. Christopher Nolan a prononcé un discours qu'on vous met dans la description. Et Hans Zimmer réalisa un morceau inédit baptisé Aurora pour rendre hommage aux victimes de la tuerie et dont les fonds sont allés directement aux proches de la famille. Résultat des courses, avec 1,003 milliards de dollars de recettes, The Dark Knight Rises reste encore aujourd'hui le mal-aimé de la licence. Certains le trouvent trop léger face au monument qu'a été le second film, mais apporte toutefois une conclusion à la saga de l'homme chauve-souris, qui est encore aujourd'hui considérée comme une référence absolue en termes d'adaptation de super-héros au cinéma. Après la trilogie sur sa réappropriation du mythe du Chevalier Noir, donc, qui va par ailleurs inspirer Warner à remettre au goût du jour le super-héros voisin de Batman avec Man of Steel, on a fait un super podcast d'ailleurs sur le sujet, le lien est dans la description. Christopher Nolan passe de la Terre à l'espace avec Interstellar en 2014. Toujours bien entouré, nous retrouvons donc Anna Thaoué, Jessica Chastain, Casey Affleck, Michael Caine et Matthew McConaughey dans un futur proche où un ancien pilote de la NASA devenu aujourd'hui agriculteur est le dernier espoir d'une humanité menacée par la crise alimentaire. Grâce à l'aide de l'astrophysicien Kip Thorne, c'est lui, Christopher Nolan et son frère établissent un film de science-fiction existentielle considéré par les scientifiques comme étant d'une justesse remarquable au point que l'American Journal of Physics recommande aux écoles de montrer le film en cours de sciences. Interstellar est sans aucun doute un des films les plus marquants de sa filmographie, évoquant dans un cadre de science-fiction la relation bouleversante d'un père et sa fille tout en développant des réflexions philosophiques profondément humaine. Initialement, le personnage de Murphy était un homme, mais Nolan a décidé de le transformer en personnage féminin. Un simple détail, mais important, puisque le film entier est basé autour de cette relation entre un père et sa fille. Interstellar ne serait pas aussi mémorable sans la bande-son de Hans Zimmer, qu'il a lui-même conçu à l'aveugle sans avoir lu le scénario du film. Il en découle des mélodies qui nous font voyager dans l'espace et qui marquent les esprits des années après avoir vu l'œuvre. Le temps d'un film, Christopher Nolan et ses producteurs se sont transformés en cultivateurs de maïs en préférant la réalité au numérique. En dépensant plus de 100 000 $ dans ce champ de maïs qui était pourtant annoncé comme étant difficile à faire pousser par les experts, le réalisateur a par la suite exploité les bénéfices de la récolte pour financer une partie du film. D'une ambition affolante rappelant des influences comme 2001, l'Odyssée de l'espace d'un certain Stanley Kubrick, il y insuffle une dimension bouleversante qui a fait pleurer les moins émotifs d'entre nous grâce, entre autres, à la performance déchirante de Matthew McConaughey. It would be a real good time for you to come back. 3 années après avoir laissé une marque sur le cinéma de science-fiction avec Interstellar, Nolan redescend sur Terre après de nombreux thrillers, adaptations de comics et films de science-fiction pour travailler un nouveau genre qu'il n'avait jamais abordé auparavant, celui du film de guerre. Nous sommes en guerre. Basé sur une histoire vraie, l'action se déroule en mai 1940 où environ 400 000 soldats britanniques sont au bord de la défaite, tout en étant encerclés à Dunkerque par les Allemands. La tragédie est telle que les civils de l'autre côté de la Manche vont jusqu'à utiliser des navires de croisière pour les évacuer. Et c'est cette bataille de la guerre que Christopher Nolan décide de traiter dans Dunkerque, une période importante inexploitée par le cinéma en dehors de l'inoubliable plan séquence de « Reviens-moi ». Avec plus d'1 millier de figurants, Christopher Nolan privilégie la réalité au CGI en utilisant de vrais navires et de vrais avions qui correspondent au mieux à ceux de l'époque. Plus qu'une bataille pour la survie, Dunkerque épouse un point de vue à hauteur d'homme en séparant son récit en 3 angles. Le point de vue des soldats sur la plage sur une durée d'1 semaine, le sauvetage en bateau sur une journée et la bataille qui fait rage dans le ciel pendant 1 heure. Toujours conçue par Hans Zimmer, la bande-son donne au film cette impression de course contre la montre comme si le temps était compté, rendant anxiogène quasiment toutes les scènes.
Dunkerque, c'est aussi un casting impressionnant composé de Tom Hardy, de Kenneth Branagh, de Cillian Murphy, de Mark Rylance, mais surtout 8 acteurs qui représentent la génération montante du cinéma britannique. Selon le magazine britannique lui aussi, Screen International, parmi eux on retrouve Fionn Whitehead, Tom Glyn Carney ou même encore Barry Keoghan. Le principal reproche fait au film lors de sa sortie appartient au domaine historique. En effet, dans Dunkerque, la présence des 120 000 soldats français et étrangers est totalement invisible. Il reste malgré tout une réussite spectaculaire et intimiste qui lui a valu un Oscar du meilleur montage de son et du meilleur mixage de son. Après 10 films à avoir travaillé le temps sous toutes ses coutures, arrive bientôt sur nos écrans, enfin, l'œuvre la plus ambitieuse du réalisateur, Tenet. Du synopsis, on comprend qu'il s'agira encore là d'une exploration temporelle, thème, vous l'aurez compris, propre au réalisateur. Déjà repoussé plusieurs fois pour cause de pandémie, Christopher Nolan souhaite vraiment que nous découvrions ce qui est son œuvre ultime, celle qui a demandé le plus de travail et de réflexion, comme s'il nous invitait chez lui afin d'être divertis. Ce qui est quand même, on le disait tout à l'heure au début, sa vision du cinéma. Voilà, cet épisode est à présent terminé. Merci à tous d'avoir suivi ce nouveau numéro du Grand 8. On espère qu'il vous a plu. On souhaitait également vous remercier d'être de plus en plus nombreux à regarder nos vidéos et à vous abonner, ce qui nous remplit de joie un peu plus chaque jour. Comme d'habitude, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur notre site cineverse.fr et sur nos réseaux sociaux. Tous les liens sont en description. Comme d'habitude, n'oubliez pas non plus de vous abonner, d'activer la cloche pour ne louper aucune vidéo, de commenter, de partager. C'est très important. En attendant la prochaine, sortez masqués et allez voir des films. Salut!